Chose, pourquoi je m'intéresse à la maladie de Lyme. Je tiens à préciser que je n'en suis pas atteint, je ne crois pas, ni mon épouse, ni mes enfants, ni mes frères, ni mes sœurs, ni mes amis, ni mes proches. Je n'ai personne, absolument personne dans mon entourage qui est atteint de cette maladie. Je m'y intéresse par les micro-organismes, par les infections qui le déterminent, et je suis surtout passionné par ce qui est compliqué. Je n'ai pas lieu de me passionner pour ce qui se soigne facilement, comme une infection urinaire à colibacille ou une angine à streptocoque A. Je m'intéresse à cette maladie parce qu'elle est très fréquente et parce qu'il y a de grands besoins, des besoins médicaux, infirmiers, scientifiques. Je vous fais remarquer que j'oppose médicaux et scientifiques parce que la médecine n'est pas une science. Ça, il faut l'admettre. La médecine, c'est l'art de soigner quelqu'un. La médecine s'appuie sur des sciences. Les sciences sur lesquelles s'appuie la médecine sont la microbiologie, l'immunologie, l'histologie, l'anatomie, l'immunopathologie, etc. Et ça, ce sont les sciences médicales. La bactériologie, la virologie, etc. Mais la médecine, c'est l'art, le fait, la profession qui consiste à soigner des gens. Ça n'est pas une science. Et dans l'exercice de la médecine, il y a la place pour tout. Il y a la place pour des gens sérieux, il y a de la place pour des gens malheureusement incompétents, il y a de la place pour des gens charlatans. Et souvent, on ne retient que les gens qui ne sont pas compétents, qui sont charlatans, il y a même des escrocs. Parmi les gens qui exercent la profession médicale, je pense qu'il y a la même proportion de gens malhonnêtes que dans toutes les professions. Et malheureusement, ce sont les gens malhonnêtes qui font des dégâts. Je suis donc passionné par, c'est vrai, je dois le dire parce qu'il est un peu compliqué, ce n'est pas l'amour du compliqué, mais c'est ma volonté d'œuvrer à un progrès, une amélioration. Et puis ma volonté d'aider les gens. Ça, bon, je tiens certainement de ma mère qui était très empathique. Je ne prétends pas être particulièrement empathique, mais je prétends en revanche savoir écouter et prendre en compte tout ce que me disent les gens et notamment les patients. Alors, bon, ça c'était donc pour planter le décor. Pour moi, la maladie de Lyme, donc, comme je vous l'ai dit, les formes qui évoluent mal, qui évoluent de façon chronique, sont presque automatiquement plurimicrobiennes. Donc, la notion de co-infection, c'est une notion pour moi tout à fait évidente. Je fais partie de ceux qui sont tout à fait certains qu'il existe une forme chronique, que j'appelle donc la maladie de Lyme chronique active, dont le diagnostic est difficile et dont le traitement est difficile. Je n'ose même pas parler de guérison, si vous voulez. J'utilise un discours qui est un peu proche du discours des cancérologues, c'est-à-dire que je parle de rémission. Et chez certaines personnes qui ont un traitement bien conduit, je vais insister là-dessus parce que je suis navré de voir des gens qui vont de médecin en médecin, de laboratoire en laboratoire, de naturopathe en ostéopathe, d'ostéopathe en microkinésithérapeute, etc. Ces gens-là ne vont pas vers la guérison, à mon avis, parce que la guérison, enfin, la rémission ne passe que par un traitement pertinent, bien réfléchi, bien adapté et conduit sur une longue durée. Ça nécessite de la constance, ça nécessite vraiment une force de caractère parce qu'il y a des effets secondaires et puis il y a des réactions d'Alzheimer qui sont liées à la libération de toxines par les micro-organismes tués. Tout ceci, c'est bien sûr difficile à supporter. On peut être amené à diminuer les doses, mais l'amélioration durable, la rémission avec même la disparition d'une majorité de signes et de symptômes ne peut être apportée que par un traitement très long. Personnellement, moi je suis un inconditionnel de la trithérapie. Et d'ailleurs, pour moi, il y a beaucoup d'analogies avec le sida.
le sida a commencé dans les années 80 et au début, on niait enfin, on ne comprenait pas dans les années 80, les médecins pensaient que c'était pas sérieux. On a parlé au tout début du sida des 3 H, haïtiens, homosexuels, héroïnomanes. Hein. C'était ça l'image du sida. Et beaucoup de médecins au départ pensaient que c'était pas sérieux. Puis on s'est rendu compte que c'était en fait une pandémie. Et aujourd'hui, on met les sidéens en rémission grâce à la trithérapie qu'ils doivent prendre à vie. Et c'est la rémission. Je ne dis pas que pour la maladie de Lyme chronique active, il s'agira de prendre des antibiotiques à vie, certainement pas. Mais ça, c'est une première analogie. Et la deuxième analogie, ben, c'est la fréquence. Parce que le sida, c'est une pandémie mondiale, et la maladie de Lyme, elle est en train de devenir une pandémie mondiale. C'est, à mon avis, un scandale sanitaire qui va exploser. Mais dans beaucoup de pays, dont la France, la Belgique fonctionne à peu près comme la France, ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ce que font les médecins belges, mais là, dans cette attitude de déni, de négation de la forme chronique et de négation de l'existence de formes évolutives à sérodiagnostic négatif, les Belges s'alignent sur les Français. Je ne comprends pas très bien. Bon, c'est une position que je respecte. Donc, voilà pour l'analogie avec le sida. Puis le sida, c'est une maladie systémique. On dit qu'une maladie est systémique quand elle touche tous les organes du corps. Et la maladie de Lyme, c'est la même chose. Donc, c'est une maladie qui n'a aucune tendance à guérir seule. Quand vous êtes en phase de forme chronique active, vous ne pouvez en aucun cas espérer une guérison spontanée sans traitement. Ce n'est pas possible. Donc il faut le savoir. Vous ne pouvez évoluer vers une guérison, rémission, qu'au prix d'un traitement prolongé, suivi très longtemps. Ce traitement, donc pour moi, c'est déjà une trithérapie. Et il faut bien distinguer dans le traitement celui qu'on va donner dans les formes chaudes, c'est-à-dire les formes avec fièvre, les formes qui ont de la fièvre, qui ont des signes inflammatoires biologiques, C-réactives protéines, parfois vitesse de sédimentation élevée, mais surtout C-réactives protéines, de la fièvre. Donc ce sont les formes chaudes, phase primaire et secondaire. Dans les formes chaudes inflammatoires, il y a des signes inflammatoires cliniques et biologiques, et dans ces formes-là, les molécules telles que l'amoxicilline et l'acétriaxone, l'amoxicilline, sont efficaces. Et c'est celles qu'on privilégie. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent à la famille des bêta-lactamines et ce sont des antibiotiques puissamment bactéricides. Mais ils ne sont efficaces que sur les bactéries. Borrelia, Bartonella. On parlera tout à l'heure des leptospiroses parce que j'entends beaucoup parler des leptospiroses et c'est l'objet d'une grande confusion. Et justement, on parlera des abus qui sont commis en termes d'analyse biologique. Et beaucoup de personnes envoient des tubes de sérum en Allemagne et tout ça ne sert à rien du tout. Je regrette de vous le dire. C'est de l'argent dépensé, ce sont des fausses pistes. Ça ne sert à rien du tout, toutes ces analyses que l'on fait une fois que le diagnostic est certain. Donc les formes chaudes, on va surtout les traiter par des doses massives, en semaine à peu près, de l'amoxicilline et de cétriaxone, alors que dans les formes froides, c'est le cas de la forme chronique active, les molécules que je viens de citer, l'amoxicilline et la cétriaxone, sont beaucoup moins efficaces. Parce que les Borrelia notamment, mais les autres micro-organismes aussi, ont une affinité pour le système nerveux. Et peu d'antibiotiques passent la barrière hémato-immunogène. Les bêta-lactamines, c'est-à-dire cétriaxone et amoxicilline, passent la barrière hémoménagée quand elle est très inflammatoire, c'est-à-dire dans la forme chaude, mais dans les formes froides, ce passage est beaucoup plus aléatoire. Alors que des molécules telles que, voilà, je donne surtout la doxycycline est tout le temps citée, mais ce n'est pas la cycline que je donne plutôt de la minocycline, qui doit être prescrite par un médecin hospitalier, mais elle a une bien meilleure diffusion tissulaire
elle passe mieux la barrière hémato-méningée, et donc elle est beaucoup plus intéressante sur le plan de son efficacité pharmacodynamique, mais il y a des effets secondaires un peu plus marqués qu'avec la doxycycline, à type de sensations vertigineuses, troubles de l'équilibre, mais qui sont passagers et dont on peut s'accommoder. Donc, pour moi, le traitement d'une forme froide, ça sera association de minocycline, d'un macrolide récent, alors ça peut être l'azithromycine, la clarithromycine, la roxythromycine. On cite tout le temps l'azithromycine parce que c'est celle dont l'efficacité antiparasitaire est la mieux documentée, et notamment l'azithromycine est efficace sur les bactéries Borrelia bartonella et sur les parasites les plus pathogènes, qui sont les babésiens. Voilà. Et puis une troisième molécule, donc antiparasitaire, et celui que je préfère, c'est l'atobacone. Donc pour moi, la rémission vraiment ne peut être obtenue qu'avec cette trithérapie qu'on va prescrire de 3 semaines en 3 semaines, sans pause. Je suis contre les pauses. 3 semaines en 3 semaines avec surveillance, donc des effets secondaires, de l'efficacité clinique et puis de la tolérance en général. Bien sûr, ça fait des dégâts sur le corps. Et ça fait des dégâts sur le microbiote intestinal. Et il faudra donc, bien sûr, prendre des probiotiques, mais aussi des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des substrats des bactéries intestinales. Alors, les probiotiques, tout le monde les connaît. Dans les médicaments, personnellement, je préfère les probiotiques médicamenteux que compléments alimentaires, pour une raison de qualité de fabrication. Et, alors, je dois préciser quand même que je n'ai aucun lien d'intérêt. Je ne suis lié à aucun laboratoire. Tout ce que je fais pour les malades de Lyme, c'est à titre bénévole. Je vais voir des gens chez eux à domicile gratuitement. Moi, je ne suis que salarié de l'hôpital et de l'université. Je n'ai pas d'activité libérale. Je fais des téléconsultations gratuitement. Je ne veux surtout pas être payé. Voilà. C'est un principe fondamental. Parce que moi, je le fais pour le bien de l'humanité. Voilà. Et je sais que je peux apporter quelque chose, et donc pour moi, c'est ma mission, c'est mon devoir. Voilà. Et du reste, je dis toujours aux malades, moi, ils veulent me faire des cadeaux. Non, ma récompense, c'est votre amélioration. Il n'y a pas de plus belle récompense que vous y alliez mieux, c'est tout. Alors, on n'est pas sûr d'améliorer tout le monde. Parce que, bon, généralement, les gens qui sont atteints sont beaucoup documentés. Je vois des livres là. Vous savez, il y a le livre du docteur Lafoutte. Lui, il s'est intéressé parce que c'est un médecin généraliste, sa malade, sa femme est atteinte. C'est souvent. Il est là. Il est là. C'est souvent comme ça qu'on s'intéresse à la maladie. Moi, c'est les patients. Et honnêtement, on en apprend autant en parlant, en examinant les patients, qu'en lisant des articles. Les patients apprennent énormément. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, bon, c'est quand même souvent dit, c'est que la paralysie faciale, même fruste, est un excellent signe. Alors elle est souvent très fruste. J'ai pu voir un jeune à domicile, et c'est uniquement en lui demandant de sourire que j'ai vu apparaître une asymétrie faciale. Et pour moi, ça c'est... Je ne dirais pas que c'est pathognomonique, parce que ça ne l'est pas, on ne peut pas affirmer. Mais ça, avec tout un cortège de signes cardiaques, lui, il a une atteinte digestive, musculaire, ça signe pratiquement le diagnostic. Donc elle est très fréquente, cette parésie. Parésie, ça veut dire une paralysie incomplète. Donc voilà pour le traitement. Probiotiques, moi je préfère les probiotiques médicamenteux. Et puis les prébiotiques, les prébiotiques, c'est la cellulose. C'est une maladie vraiment de tout le corps. Ces bactéries et ces parasites diminuent l'immunité. Donc c'est une maladie qui est immunodéprimante, on le voit. Il y a un affaiblissement de l'immunité. Et donc il faut travailler sur tous les tableaux. Il y a le traitement anti-infectieux, on en a parlé.
Et puis, il y a tout ce que l'on peut faire pour restaurer l'état général, améliorer l'état général. Et là, on n'a pas le choix, il faut adopter un mode de vie saine. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, le mode de vie saine. Et pour moi, c'est arrêt impératif de tout alcool. L'alcool, même hier, une patiente me posait la question, même un peu de champagne le dimanche, je dis même un peu de champagne le dimanche. Moi-même, si vous voulez, pour diverses raisons, je me suis mis au régime sans alcool. Donc plus, c'est fini, plus une goutte d'alcool. Bon, c'est lié essentiellement à ce que j'ai des acouphènes qui sont liés à des séquelles d'otite anciennes. Et bon, l'alcool a une toxicité pour le système nerveux, même à faible dose. Donc j'ai adopté ce régime sans alcool absolu. Pas d'alcool, pas de tabac du tout, pas de cannabis, hein, parce que le cannabis est très... Alors sauf dans une indication antalgique, hein, parce qu'aujourd'hui on parle de la possibilité de légaliser le cannabis à dose antalgique. Les gens qui ont une sclérose en plaques sont soulagés par le cannabis. Et il y a des gens qui ont des formes très algiques de maladie de Lyme chronique qui peuvent bénéficier du cannabis. Dans ce cas-là, c'est une autre indication, mais je parle surtout de l'indication récréative. Et puis, alors, le mode de vie saine, ça consiste à éliminer tous les toxiques, on en a parlé. La pollution, on fait ce qu'on peut, tout dépend où l'on vit. Tout le monde ne peut pas déménager pour aller dans la Corrèze ou dans un autre département tel que celui-là. Et par ailleurs, il y a l'alimentation. Alors, vous savez, tout ce qu'on dit à propos de l'alimentation, ce n'est pas faux, hein, ce n'est pas faux. On dénonce la dangerosité de tous les aliments transformés. Pourquoi? Parce que tous les aliments transformés contiennent toute une kyrielle de produits chimiques. Alors, c'est sans fin. Quelqu'un me disait, vous dénoncez ces produits, les parabènes, le fipronil, etc. Et chaque fois qu'on en dénonce un, qu'on fait pression auprès de la France et puis surtout de l'Europe, on va finir par élaborer une directive européenne qui va l'interdire, mais ce sera d'autres ensuite qui prendront le relais. C'est sans fin. Hein. Ces produits chimiques qui sont soit cancérigènes, soit immunodéprimants, soit perturbateurs endocriniens, pour moi c'est sans fin. C'est vraiment un problème de notre société et c'est lié à l'industrialisation de la nourriture. Et donc le plus possible, il faut en arriver à, ça prend du temps, à partir de denrées non transformées. Et les fruits, les légumes, hein, c'est pas une mode. Personnellement, moi je vais vous dire, je mange un pamplemousse tous les matins. Mais surtout pas, et éviter surtout les jus de fruits en bouteille. Bon là je suis désolé, je pense que vous entendez, les jus de fruits en bouteille sont vraiment à déconseiller. Et ça, tous les nutritionnistes vous le diront. Parce que dès l'instant où un fruit est pressé, et a fortiori qu'il est conservé pendant longtemps, et ça n'a plus rien à voir avec un fruit. Le fruit, c'est bien fait, il vous les apporte avec le jus et la pulpe. Et la pulpe. Et la pulpe est aussi importante que le jus. La pulpe, c'est un prébiotique. C'est plein de cellulose. Et la cellulose est prébiotique, c'est-à-dire les fibres végétales non digestibles par notre corps, mais digestibles par les bactéries. C'est le substrat du microbiote intestinal, donc ça favorise la flore intestinale, le microbiote intestinal. Aujourd'hui, à propos de ce microbiote intestinal, on considère que plus il est abondant, plus il est riche et diversifié, et meilleur est notre état de santé. Meilleur est notre état de santé. Et à ce sujet, les gens qui vivent à la campagne, qui ont une nourriture beaucoup plus naturelle, par exemple, vous savez, les paniers du potager qu'on peut acheter dans des fermes, près de maraîchers, ce sont des fruits et des légumes qui sont non transformés et qui sont pleins de bactéries. Alors, il y a un dilemme malheureusement, parce que l'idéal ce serait de manger tous ces fruits et légumes crus,
parce qu'ils vont nous recharger en bactéries, et ce sont des bactéries qui sont utiles à notre microbiote. Mais d'un autre côté, sur la peau, il y a beaucoup de produits chimiques, des phytosanitaires que l'on utilise pour les protéger des infections bactériennes, fongiques et des parasites. Actuellement, si vous voulez, à part les fruits et légumes qui sont garantis bio, il vaut mieux ne pas consommer la peau. Le fait de les laver, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne va jamais éliminer les produits chimiques. En les rinçant à l'eau, c'est quelque chose de un peu rituel, si vous voulez, mais ça n'a pas d'effet protecteur. Il y a vraiment un risque avec la peau qui est chargée en produits chimiques. Alors que les bactéries qui sont sur la peau seraient bénéfiques pour nous, les produits chimiques qui sont sur la peau, ce sont des produits qui sont toxiques, on vient d'en parler. Donc j'en reviens à ce que je disais, l'alimentation saine, fruits et légumes, certains crus, certains cuits, mais plus ils sont crus, plus ils ont de bactéries, et comme on l'a vu, ces bactéries nous sont bénéfiques. Alors que la cuisson, généralement, ne dégrade pas les produits chimiques, ça ne les altère pas beaucoup. Et alors, par pitié, enfin bon, je vais peut-être vous choquer, mais faites attention aux modes, parce qu'il y a une mode du régime sans gluten, mais ça n'a pas lieu d'être. Le gluten, c'est un complexe protéique qu'il y a dans les céréales, et ce sont des très bonnes protéines végétales. Et surtout qu'aujourd'hui, on recommande de manger moins de viande de bœuf. Donc il faut absorber des protéines. Protéines végétales, c'est le gluten. Protéines animales, les œufs, les laitages, le poisson, les volailles. Mais le régime sans gluten, enfin, je n'en vois pas les fondements, si vous voulez. L'intolérance au gluten, ça concerne à peine 1% de la population européenne. Je parle de la tolérance vraiment marquée, avec des signes cliniques, c'est-à-dire un inconfort digestif, une tendance à l'amaigrissement, parfois une diarrhée chronique. L'intolérance au gluten clinique, et l'effet clinique, c'est moins de 1% de la population européenne. Alors, il est un fait que le gluten d'aujourd'hui, le gluten industriel, n'est pas aussi bon que le gluten que l'on avait dans le blé que l'on produisait il y a une trentaine d'années, c'est vrai. Mais je suis persuadé qu'il y a plus à perdre qu'à gagner à se mettre à un régime sans gluten, qui est un régime qui peut conduire à la carence, parce qu'il faut bien avoir des protéines végétales. Et puis le régime sans lactose, ça se discute beaucoup plus, parce que pour digérer le lactose, il faut une enzyme qui s'appelle la lactase, et au fur et à mesure qu'on avance en âge, on produit de moins en moins de lactase. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous prenez du lait non appauvri en lactose, et que vous avez très peu de lactase, vous allez avoir un inconfort abdominal. Si vous prenez une grande quantité de lait, une lourdeur digestive, une fatigue après le repas, postprandiale, etc. Et moi, je bois du lait sans lactose. Bon, on en trouve beaucoup maintenant, parce que je prends toujours un bol de café au lait le matin. Voilà. J'ai essayé de m'en passer, et puis finalement, je me trouve beaucoup mieux avec. Mais je prends du lait sans lactose, parce que je m'en trouve mieux. Mais le lait sans lactose, on le trouve partout, c'est très bien. Maintenant, il y a des gens qui tolèrent très bien le lactose. Donc, le mode de vie sain, c'est tout ça. Vous le savez, on déconseille la viande de bœuf. Un de ses seuls intérêts, c'est d'apporter du fer. Voilà. Dans le fer, on peut l'avoir autrement. Il faut des protéines comme un animal. Il y en a peut-être parmi vous qui ont un régime végétarien. C'est un régime qui est difficile à équilibrer sur le plan de l'organisme. Je ne suis pas opposé au régime végétarien, mais je pense que, sauf si on a des convictions
vis-à-vis des animaux. J'aime beaucoup les animaux, je mange quand même du poisson, je mange du poulet, mais je suis ouvert à toutes les critiques que l'on puisse faire, et elles sont souvent fondées quant aux conditions d'élevage et d'abattage, ça c'est tout à fait vrai. Maintenant il faut faire une différence entre les différents animaux, parce que j'ai une nièce qui est tellement portée par les animaux qu'elle ne veut même pas tuer une mouche, une araignée. Oui, il y a des gens comme ça. Remarquez, les araignées, elles éliminent des insectes. Chaque animal a son intérêt, sauf peut-être l'éthique, justement. J'en suis arrivé à me demander, mais quelle est la place des tiques dans l'écosystème animal mondial? Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon aux tiques? Peut-être de servir de nourriture à certains batraciens, certains reptiles. Franchement, je ne vois pas. Elles ont certainement un rôle à jouer. Donc, la vie saine, c'est tout ça. Alors, le café, vous savez que le café n'est pas. Je viens d'en boire un, là, tout de suite, c'est pas un produit qui est toxique. Aucun cancer n'a jamais pu être attribuable au café. Simplement, il faut modérer sa consommation de café. On conseille de ne pas dépasser 4 tasses par jour. Le grand maximum 5, mais pas plus. Parce qu'au-delà, bon, ça donne tout de même une tachycardie, ça augmente la sudation, et puis ça favorise le reflux gastro-œsophagien pour ceux qui ont de l'acidité ésophagienne. Donc ça perturbe un peu le fonctionnement digestif, c'est tout. Moi, je bois du café. J'ai diminué ma consommation il y a une époque quand j'étais étudiant. Je suis content de revenir à Nancy parce que je suis lorrain, je suis natif de la Meuse. Je suis né à Bar-le-Duc. J'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc, où j'étais pensionnaire pendant 7 ans. Après quoi, je suis venu ici à Nancy, à la faculté de médecine de Nancy. Donc je connais bien. Et puis surtout, ma sœur a fait des études de droit, donc on me parlait tout le temps de l'accord. Et c'est le café préféré des étudiants en droit. Donc je suis toujours content de revenir ici. Donc le mode de vie saine, ça sera aussi l'exercice physique. Alors beaucoup de gens me disent « c'est difficile, je n'ai pas d'énergie, je suis fatigué, j'ai mal dans les articulations, j'ai mal dans les muscles, j'ai plus goût à rien ». C'est vrai, c'est vrai. Il y a différentes façons de faire. On peut avoir un cycle, un vélo d'appartement, on peut simplement faire de la marche. Je sais que c'est dur, mais c'est important pour être en bonne santé. On ne peut pas être en bonne santé si on ne mobilise pas son corps, mais d'une façon assez intense. Un de mes collègues à Strasbourg, qui est spécialiste en médecine du sport, me dit pour qu'un exercice physique soit bénéfique, il faut qu'il donne lieu à une accélération du cœur, minimum, un petit essoufflement et puis une transpiration. Voilà. Il ne s'agit pas d'être en nage, mais il faut suer un peu. Voilà. C'est là que l'exercice physique commence à produire ses bienfaits. Il est nécessaire. Le corps humain n'est pas fait pour rester assis ou allongé. Et évidemment, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de se mouvoir, mais on peut trouver d'autres alternatives. Et je pense aux gens qui ne marchent pas du tout. Mais il est important de faire travailler. On ne peut pas être en bonne santé si on ne force pas un peu son corps à consommer de l'énergie, tout simplement. Ça va produire des endorphines et puis ça va activer certains métabolismes, et notamment la consommation des graisses de stockage, des mauvaises graisses en tout cas. Donc, vous voyez, je n'ai pas d'adiposité abdominale et je n'en ai jamais eu. Voilà. Alors que mon frère mangeait beaucoup et il avait développé une adiposité abdominale. Je veux dire par là que ce n'est pas génétique. Ma mère a toujours été assez mince et mon frère aîné, lui, a développé une adiposité abdominale, mais c'est lié à son mode de vie. J'ai fait l'expérience simplement pour voir. J'ai eu une phase où je
je me suis laissé grossir exprès pour voir. Je consommais plus que de besoin et j'ai pris 8 kilos rapidement. Donc tout le monde peut grossir. Mais actuellement, bon, voilà, j'ai une ration alimentaire qui correspond à mes besoins, donc je n'ai aucun stockage de graisse. Je dis ça parce que on sait que l'adiposité abdominale, quand elle est importante, est toujours néfaste pour la santé. Notamment, elle augmente le risque cardiovasculaire. On n'est pas dans la maladie de Lyme, vous allez me dire, mais c'est un tout. Donc j'en reviens à ma notion de mode de vie saine. Le mode de vie saine aussi, c'est favoriser son sommeil, avoir un bon sommeil. Alors évidemment, il y en a parmi vous qui ont du mal de dormir, pour des tas de raisons. Et il faut faire tout pour avoir un sommeil physiologique. Et il faut vraiment mettre une croix sur tous les hypnotiques et notamment les benzodiazépines. Bien sûr, si vous en prenez, ça va vous aider à dormir, mais votre sommeil sera moins physiologique. Il sera moins réparateur. Et puis de toute façon, il y a une immense et ce n'est pas un sommeil physiologique. Donc c'est très important de faire tout pour avoir un bon sommeil et ça commence déjà par éliminer tous les produits qui peuvent gêner le sommeil. Alors évidemment, on pense au café, on pense au thé, on pense à l'alcool, mais il y a un produit auquel on ne pense pas assez, c'est la vitamine C. La vitamine C ne produit pas les mêmes effets chez tout le monde. Personnellement, moi je suis très sensible à la vitamine C. Et il y a une époque, je ne faisais pas attention. Je pouvais prendre une orange le soir, des fruits riches en vitamine C, comme du raisin, etc. Et je n'avais pas fait le lien avec les troubles du sommeil. Quand un jour, j'ai reçu à Strasbourg un étudiant algérien qui me disait « Moi, je ne peux même pas boire un verre de jus d'orange à 13h parce que ça perturbe mon sommeil. » Et j'étais interloqué quand il m'a dit ça. Et j'ai compris effectivement que la vitamine C, comme le café, ça mettait longtemps à être éliminé du corps et qu'une forte dose dans l'après-midi pouvait contribuer à perturber le sommeil. Et en fait, la vitamine C, on la trouve dans tous les fruits et légumes, mais certains plus que d'autres. L'avocat est riche en vitamine C. Alors, on cite toujours, bien sûr, les agrumes, mais il n'y a pas que les agrumes. Le raisin, et puis certaines épices aussi, le persil. Enfin, le persil, comme on en prend des quantités minimes, ça ne joue pas beaucoup. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et l'exercice physique, il est de nature à favoriser le sommeil aussi. Et pour favoriser le sommeil, il faut aussi éviter tout ce qui peut nous exciter le soir, télévision, les jeux vidéo, etc. Donc pour moi, c'est très très important cette vie saine qu'il faut essayer de retrouver. J'en reviens justement, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire à propos de l'analogie avec le sida, il y a une autre analogie entre le sida et la maladie de Lyme. C'est que le sida, il est arrivé, la pandémie est arrivée dans les années 80. Si vous regardez ce qui s'est passé, c'était une période de grande libération sexuelle. C'est-à-dire qu'on avait vaincu la syphilis, on avait vaincu la gonococcie, donc la plupart des maladies sexuellement transmissibles, bactériennes, parce qu'on avait les antibiotiques qu'il fallait. Et puis, il n'y avait plus de difficultés avec le risque de grossesse, puisqu'on avait tout ce qu'il fallait, soit en contraception, soit éventuellement en interruption précoce de grossesse. Eh bien, la maladie de Lyme, l'analogie, c'est qu'on a une période où on a énormément encouragé les promenades en forêt. Parce qu'on répète depuis à peu près 2 décennies qu'il faut s'aérer, qu'il faut aller dans les prairies, qu'il faut aller dans les bois, qu'il faut faire de l'exercice. Et malheureusement, c'est un peu la rançon de ça. On a encouragé tous les sports de plein air, toutes les activités de plein air. Et la maladie de Lyme, vous voulez dire quelque chose là, est une des conséquences de ça. C'est l'analogie que je voulais faire avec le sida. Ce sont des circonstances sociétales qui favorisent ces maladies. Et puis également le parc animalier, les parcs animaliers, puisque le réservoir
de Borrelia, mais aussi de tiques. Ce sont essentiellement les mammifères qui ont beaucoup proliféré. Enfin, une partie a été tuée par la pollution, mais il y en a quand même suffisamment. Et puis les renards, surtout les renards qui avaient été décimés par la rage. Aujourd'hui, la rage vulpine est à peu près vaincue. Et je pense que les renards contribuent pas mal à la circulation des tiques, comme les chevreuils aussi. Bon. D'ailleurs, dans certains pays, la tique européenne, on l'appelle tique du chevreuil. Et les chevreuils, vous savez que bon, c'est une des cibles privilégiées des chasseurs et on en fait des élevages intensifs et on relargue des chevreuils pour satisfaire les chasseurs. C'est pas anodin dans la pullulation des tiques aujourd'hui. Donc j'en reviens à la maladie de Lyme. Donc on a des traitements anti-infectieux, on a vu le mode de vie sain, et puis il y a tout ce qui peut contribuer à améliorer l'efficacité du traitement. Là, il y a les détoxifiants, il y a les vitamines, les sels minéraux, parce que dès l'instant où on a une maladie de Lyme chronique évolutive, l'immunité est affaiblie et on a tendance à perdre à consommer beaucoup de vitamines, de sels minéraux, et des vitamines telles que la vitamine D. La vitamine D est très très importante. On parle tout le temps de la vitamine C, mais la vitamine D, la vitamine A et la vitamine B sont au moins aussi importantes que la vitamine C. Les vitamines du groupe B protègent le système nerveux. Or, la maladie de Lyme atteint le système nerveux, donc il est important de prendre suffisamment de vitamines du groupe B pour protéger nos neurones et puis la névroglie aussi. Les vitamines A et D interviennent dans l'immunité. C'est très important. En revanche, quand il s'agit d'une infection froide comme la maladie de Lyme chronique active, pour ma part, je pense qu'il est absolument inutile de prendre des anti-inflammatoires. Ça, c'est ma position. Et dans mon expérience, tous les gens qui en ont pris, soit prescrits par un médecin, soit par d'eux-mêmes, n'ont eu aucune amélioration et ont eu au contraire des dégâts digestifs parfois importants. Et je parle à la fois des anti-inflammatoires non stéroïdiens que des corticoïdes. Pour moi, dans la forme froide, les corticoïdes n'apportent rien. Je pense que c'est surtout un traitement anti-infectieux. Alors, dans la maladie de Lyme chronique active, il y a toujours une multiplication bactérienne, bien sûr, une agression bactérienne. Les bactéries ont tendance à s'enquister, à s'invaginer, à pénétrer dans les cellules, etc. Mais elles se multiplient toujours. Et en même temps, il y a une part auto-immune. C'est-à-dire que notre système immunitaire qui réagit comme il peut, mais maladroitement et inefficacement, parfois, chez certaines personnes, ça va dépendre des individus, il va produire des effets qui vont essayer d'attaquer les bactéries et les parasites, et puis attaquer également nos propres cellules. Donc il y a une part également auto-immune. Mais je suis contre le fait de donner des immunosuppresseurs et des corticoïdes. Moi, c'est mon point de vue. Parce que, je n'en ai pas vu d'efficacité clinique, et puis tous ces médicaments ont quand même des effets secondaires. Donc, attention aux idées qui paraissent intéressantes. Ça fleurit beaucoup, il y a énormément d'avis différents, mais faire attention à ne pas se disperser. Pour moi, le succès, il ne peut être apporté que par la constance, par la régularité. En l'occurrence, c'est les antigènes microbiens. Quelle est la signification de la présence d'anticorps dans le sang? Ça signifie simplement qu'un jour, vous avez été en contact, un contact profond, donc à l'intérieur des tissus, un contact suffisamment profond et durable avec un antigène. Mais ensuite, la production d'anticorps, elle peut ne pas durer longtemps et elle peut durer très longtemps. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'anticorps que vous n'avez jamais été en contact avec l'agent infectieux, et ce n'est pas parce que vous n'en avez pas que l'agent infectieux n'est pas présent chez vous. Donc on veut faire dire beaucoup trop
aux anticorps, là je suis désolé, mais je ne veux pas être très gentil avec les laboratoires, mais il est certain que les laboratoires d'analyse, ils sont très contents qu'on fasse sans arrêt des dosages et des dosages et des dosages, parce que c'est assez lucratif. Ils sont ravis. Et il y a des gens qui dépendent des fortunes de dosage d'anticorps en Allemagne. Les biologistes sont ravis. Eux, on ne peut rien leur reprocher, ils font leur travail, ils font un dosage fait sérieusement, avec des réactifs qui sont étalonnés, etc. Mais je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Dans la maladie de Lyme, dans le discours académique, qu'est-ce que l'on dit? On dit que dans la phase primaire, c'est-à-dire la morsure piqûre-lytique, alors oui, morsure piqûre-lytique, d'où ça vient cette affaire? Normalement, on parle de piqûre quand l'arthropode, parce que les insectes, les arachnides c'est les tiques, les araignées, et ce ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides, des arthropodes d'insectes. On parle de piqûre quand c'est un appendice, on appelle ça un appendice, long, unique, qui est enfoncé au travers de la peau. Donc la piqûre, c'est par exemple les hyménoptères, c'est l'abeille, la guêpe, le frelon, c'est une piqûre. C'est comme une forme d'aiguille qu'on injecte, et on injecte du venin. La piqûre, c'est également le moustique. Alors lui, c'est une pièce buccale, mais unique. C'est une pièce qui l'enfonce. Tandis que la tique, elle n'a pas de pièce buccale unique. Elle a uniquement des mâchoires. Donc, elle déchiquette la peau. Elle creuse avec ses mâchoires. Donc, ce n'est pas une piqûre. Et la tique est très proche de la gale. C'est la même famille, l'agent de la gale. Et l'agent de la gale, sarcopte. Et sarcopte, ça veut dire coupeur de chair. Sarcopte, sarc, c'est la chair, et copte, coupé, coupeur de chair. C'est la même chose. L'agent de la gale et les tiques sont très très proches, ce sont des arachnides. Et ils ne piquent pas, ils déchiquettent. Voilà, c'est pourquoi. Voilà. Mais maintenant, pour éviter toutes les difficultés, je mets chaque fois morsure-piqueur, avec un tiret entre les deux. Voilà. Comme ça n'a pas énormément d'importance. Si, quand même, parce que ça permet de comprendre que quand on est mordu, piqué par une tique, les heures comptent. Alors qu'avec un moustique, c'est instantané. Il pique, il injecte la salive, il aspire le sang et c'est terminé, il s'en va. Alors qu'avec la tique, les heures comptent parce qu'il faut qu'elle creuse, elle trouve un capillaire, ça ne lui suffit pas, elle va encore creuser. D'ailleurs, on voit bien sur les photos, sa tête est complètement enfouie, puisque comme ces pièces buccales sont courtes, elle est obligée carrément de mettre la tête. Ce que ne fait pas le moustique, lui, sa tête elle est bien au-dessus de la peau. Voilà pour cette nuance sémantique entre piqûre et morsure. Bon. Après, c'est pas très, très important. Donc, ces tiques, oui, les orchontes, c'est très important. Alors, on parle aujourd'hui des larves, des nymphes et des adultes. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à la dangerosité des larves, parce qu'elles sont toutes petites, si vous voulez. Donc, elles ont un intestin minuscule, leur repas est très vite fait. Je pense que ce sont surtout les nymphes et les adultes qui sont dangereuses. Mais théoriquement, les larves aussi peuvent inoculer ces bactéries et ce parasite, mais le risque est plus faible, bien sûr. Donc là, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Donc oui, voilà, très bien. J'en étais à la sérologie. Donc, ce que l'on dit dans le discours académique, c'est que dans la phase primaire, donc morsure, plus ou moins, alors le terme exact c'est Erythema chronicum migrans, c'est du latin, ECM, chronicum migrans. On a traduit par érythème migrant, mais migrant. Vous savez, chaque fois qu'on traduit un mot d'une langue étrangère, du latin en français, et qu'on fait une traduction simplement phonétique, analogique, c'est toujours un peu différent. C'est en fait un érythème qui s'étend. Bon, il est convenu l'appeler érythème migrant, on va l'appeler comme ça. Donc, à la phase d'érythème migrant, on dit que le sérodiagnostic est négatif dans au moins 50% des cas, qui n'a aucun intérêt, il vaut mieux pas le faire, parce que s'il est négatif, ça égare. Donc, l'érythème migrant, quand il est repéré, alors il n'est pas toujours en cocarde, parfois il est en cardiogéographie, c'est souvent lié, quand il est en cardiogéographie, au fait qu'il y a plusieurs espèces de Borrelia qui sont
parce qu'elles ne se divisent pas à la même vitesse. Parce que vous avez compris, quand on a un bel érythème migrant bien circulaire, bien régulier, en cocarde ou en œil de bœuf, ça veut dire qu'on a une souche, parce que les bactéries se divisent toutes à la même vitesse, et donc ça progresse de façon régulière. Et si on a un aspect au contraire en carte de géographie, ça signifie qu'il y a plusieurs espèces qui ne se multiplient pas à la même vitesse. C'est lié à ça. Donc ça, l'érythème, c'est pourquoi quand on interroge les gens, on les harcèle, mais vous n'avez vraiment pas une rougeur, vos enfants, votre conjointe ne vous a pas vu un jour. Non. Voilà, parfois on ne le trouve pas, et ça arrive assez souvent. Cuir chevelu, région axillaire, creux poplité, etc. Et donc le sérodiagnostic est négatif. À la phase secondaire, là, c'est vraiment... La phase secondaire, c'est typiquement la méningo-radiculite, c'est-à-dire la forme plutôt européenne, et puis l'arthrite ou la polyarthrite, c'est la forme plutôt américaine, l'arthrite de Lyme, où là, il y a un principe de la fièvre. C'est une phase chaude, il y a de la fièvre, il y a des signes biologiques inflammatoires, donc c'est réactif protéines, souvent vitesse de sédimentation un peu élevée, alors la leucocytose est variable, mais surtout de la fièvre, des sueurs, enfin des signes généraux, et là, le sérodiagnostic est négatif. Et puis la phase tertiaire, il y a une phase tertiaire qui reste un peu inflammatoire, et puis la phase tertiaire qui est froide, c'est-à-dire il n'y a plus de fièvre. Vous avez, certains d'entre vous signalent des accès de sueur, de chaud, de froid, mais ce ne sont pas des signes inflammatoires qui sont en lien avec une multiplication bactérienne intense. Ce sont des réactions neurovégétatives liées à l'infection qui persiste. Mais pour moi, ça ne traduit pas une phase inflammatoire ou une phase chaude de la maladie. Donc dans la maladie de Lyme chronique active, le sérodiagnostic, c'est la panne anticorps, il est très souvent négatif, contrairement à ce qui est écrit, et il est d'autant plus négatif que votre corps se défend mal. D'une part, si vous évoluez mal, c'est parce que justement votre système immunitaire n'a pas réussi à éradiquer les agents infectieux. Et donc on comprend aisément que s'il n'a pas réussi à éradiquer les agents infectieux, c'est déjà que sa production d'anticorps n'est pas suffisante. Et donc ça explique que le taux d'anticorps soit bas. Alors quand on dit sérodiagnostic négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il est en dessous du seuil de détection. Ça, c'est une première chose. Et puis par ailleurs, on a beaucoup trop tendance à résumer la réaction immunitaire à la production d'anticorps. Notre système immunitaire n'est pas un bataillon d'arbalétriers. Les anticorps sont un des aspects des défenses immunitaires, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a ce que j'appelle le corps à corps, c'est-à-dire les globules blancs qui attaquent directement la bactérie, directement au contact. Et là, ça se fait sans anticorps. Il y a l'activation du complément. Il y a énormément de mécanismes immunitaires qui cherchent à éliminer les agents infectieux et qui ne procèdent pas d'une production d'anticorps. J'ai remarqué que dans l'esprit public, c'est souvent l'immunité, c'est la production d'anticorps. Voilà, non. Et c'est pourquoi je me bats contre cette tendance à croire, pour certains médecins généralistes, que le diagnostic biologique d'une infection microbienne, c'est la prise de sang avec le dosage des anticorps. Eh bien non, je regrette. Pourquoi on fait souvent ça? Parce que c'est facile. Prise de sang, on envoie au laboratoire, on cherche des anticorps. Mais c'est un des aspects des réactions immunitaires. Et en fait, le dosage des anticorps est surtout intéressant pour les maladies virales. Pour les maladies virales, c'est très performant. Herpès, rougeole, varicelle, hépatite virale. Là, parce que, en fait, pour lutter contre les virus, les anticorps dits bloquants, qui vont les empêcher de pénétrer la cellule, c'est un des modes de réaction les plus importants du système immunitaire pour les virus. Et pour les bactéries, pas du tout. Pas du tout. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est méconnu. Il y a bien d'autres moyens d'action du système immunitaire vis-à-vis des bactéries que la production d'anticorps, qui n'est pas du tout le meilleur. Et d'ailleurs, c'est facile à comprendre. Dans la forme chronique, les Borrelia, et puis d'autres bactéries aussi,
ont tendance à s'enquister, à s'imaginer, voire à pénétrer dans des cellules, à se mettre dans des régions du corps qui sont peu vascularisées, je pense au système nerveux par exemple, et de ce fait, les anticorps ne vont pas les atteindre. Donc le système immunitaire essaye de faire autrement, puisque la production d'anticorps est manifestement inopérante, donc ils s'adaptent aussi, et ils vont plutôt essayer de les attaquer directement, par le corps à corps. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et là, je m'insurge contre beaucoup d'écrits. Alors, on en discutera, la position de la Société de pathologie infectieuse en français, de l'Académie de médecine. Je vous expliquerai leur position. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, pas du tout, mais il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'ils adoptent des positions dogmatiques, même si dans leur fort intérieur, beaucoup d'entre eux sont convaincus que cette position n'est pas conforme à la réalité. Et l'une de vous me disait dernièrement au téléphone que je ris parce que, enfin, je ne devrais pas en rire, un infectiologue universitaire de la région, apprenant que sa secrétaire avait été mordue par une tique, si j'ai bien compris, sans qu'il y ait même eu d'héritage migrant, il lui a dit surtout prends vite des antibiotiques parce que ça peut être extrêmement dangereux pour toi. Hein, si j'ai bien compris, sans même qu'il y ait eu d'héritage migrant. Donc vous voyez, c'est quand même particulièrement cynique et non déontologique que de soigner différemment son entourage des patients qui viennent non recommandés, non connus, etc. Ça, c'est quand même extrêmement choquant sur le plan de la déontologie. Mais voilà. Alors, oui, donc on écrit dans le discours académique, hein, qui sert, le discours qui sert toujours à former les médecins, on écrit 1. Que pour la maladie de Lyme, au bout de 3 semaines d'antibiotiques, il n'y a plus de bactéries, c'est terminé. Donc on est microbiologiquement, la maladie est éteinte sur le plan microbiologique. En d'autres termes, dans ce discours académique, s'il y a des signes qui persistent, ce sont soit des séquelles, soit de l'auto-immunité, comme dans la sclérose en plaques. Une auto-immunité qui ne serait plus alimentée par une production d'antigènes microbiens, mais qui se serait autonomisée. C'est un peu ce que l'on considère comme le socle physiopathogénique de la sclérose en plaques. L'auto-immunité, bon, l'auto-anticorps, mais pas uniquement, ce sont les lymphocytes qui nous agressent. On est à peu près certain qu'elle est toujours initiée par une stimulation antigénique. Et puis qu'après, elle va s'autonomiser. Et cette stimulation antigénique, on ne la connaît pas bien. C'est la même chose pour la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, hein, qui ont une part d'auto-immunité, puisqu'on les traite par immunosuppresseurs, hein, comme la sclérose en plaques. Mais on est persuadé qu'au départ, il y a forcément une stimulation antigénique, et qu'on ne retrouve pas, parce qu'on ne retrouve pas la bactérie, le virus, le prion ou le parasite en cause. Donc voilà le discours officiel, 3 semaines d'antibiotiques, après c'est terminé. Deuxième notion du discours officiel, il n'existe pas de maladie de Lyme chronique, ça n'existe pas. Et dans le train, je relisais encore un article récent de François Briquet, hein, toujours très bien écrit, en bon français, mais qui reste très dogmatique, péremptoire. Et puis également, donc c'est le triptyque du discours académique officiel, c'est premièrement, 3 semaines d'antibiotiques suffisent. Deuxièmement, le sérodiagnostic est positif dans plus de 95% des maladies de Lyme, excepté la forme primaire. Et puis, la troisième notion du discours officiel, c'est qu'il n'existe pas de maladie de Lyme chronique. Et je suis en désaccord avec ces 3 points. Voilà. Je suis en désaccord avec ces 3 points. Et le fait d'écouter énormément de malades, de les avoir au téléphone, sur les réseaux sociaux, me conforme dans ma position.
Bon, je n'ai pas réponse à tout. Je ne m'appelle pas Lyme Doctor, bien qu'on me sollicite souvent. Je suis très ami avec Christian Perron, qui pour moi est un érudit, mais il est complètement débordé. J'étais sollicité dernièrement par une étudiante, une jeune femme qui est étudiante à Sciences Po Paris, qui est très atteinte, mais elle est encore ambulatoire. Et je lui ai demandé s'il pouvait faire un effort parce que son agenda est complètement saturé. Il m'a dit je vais voir, mais j'ai l'impression qu'il ne pourra pas s'en occuper. On m'a rappelé hier, elle est en train de s'aggraver. Et je vais être obligé, encore une fois de plus, de la traiter à distance par téléconsultation, mais ce n'est pas confortable du tout, cette position. Et donc, les faits sont là, si vous voulez. Il y a des malades qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées, dont la vie est gâchée, par des souffrances, par une diminution de la force, par un handicap, et puis, en plus, il y a l'atteinte cérébrale, psychique des fonctions supérieures. C'est très fréquent, ça. Donc, c'est vraiment... Alors, c'est ce complexe, en fait, de microbiens. Hein. Plusieurs bactéries, parasites, babésias, qui ont une affinité pour le système nerveux et qui vont aller dans le cerveau, parfois dans la moelle épinière, et qui vont donner... L'expression que j'entends souvent, c'est brouillard cérébral, difficulté à la concentration, difficulté de mémoire ou difficulté à calculer, et d'une façon très fluctuante dans la journée. Voilà. Alors on me dit, mais ce que vous dites n'est pas scientifique. Oui, c'est vrai, c'est empirique. Mais de toute façon, la science est toujours précédée de l'empirisme. L'empirisme, ça consiste à constater des choses, à noter, à observer et à constater des effets que l'on obtient avec telle ou telle action. C'est ça l'empirisme, bien sûr. Oui, c'est empirique. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont vraiment améliorés, et de façon importante, grâce à cette trithérapie. Alors il y a des gens qui disent, la trithérapie ça ne sert à rien, il faut une seule molécule. Non, je pense l'avoir justifié, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Vous allez avoir une projection dans quelques temps, hein, projection pour l'histoire un petit peu, voilà. Et avec tout ça, je pense qu'on peut en discuter ensuite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Il n'est pas nécessaire d'avoir un master 2 pour comprendre que le cerveau est en lien avec le corps et que le corps est en lien avec le cerveau. Le cerveau envoie des informations à tout le corps envoie des informations au cerveau, ça tout le monde peut comprendre. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un master 2 pour comprendre que quand on est en état de stress aigu, ça va avoir un impact sur le corps. Tachycardie, essoufflement, serrement de la gorge, sudation, tremblement des extrémités. Ça, ce sont les effets du stress aigu. Mais ça, ce n'est pas une maladie psychosomatique. Il n'est pas non plus compliqué de comprendre que, ça c'est déjà un peu plus avancé, que des désordres psychiques durables comme un choc émotionnel, un état dépressif, un mal-être profond, peuvent avoir un retentissement sur notre immunité. Ça c'est acquis, mais ça n'est pas une maladie psychosomatique. Ou éventuellement, au maximum, vous parlez de troubles psychosomatiques. Mais cette notion de maladie psychosomatique, pour moi, je la conteste et je dis que ça n'existe pas. C'est le concept est bien sûr très intéressant sur le plan intellectuel, mais là, les gens qui me reprochent une pas scientifique, moi je leur dis, mais prouvez-moi qu'un désordre psychique chronique puisse entraîner une atteinte du genou, une atteinte du dos, des décharges électriques dans un bras. Comment pouvez-vous me prouver ça? Pour moi, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Un désordre psychique, quelle que soit son intensité et sa durée, ne peut pas, c'est ma conviction, et je mets au défi tous les médecins de me prouver le contraire, ne peut pas entraîner une atteinte somatique durable, même erratique, c'est-à-dire qui se promène dans le corps. Pour moi, ça n'existe pas, c'est une pure invention. D'où ça vient? Ça vient de Freud, en fait.
Freud a inventé la notion d'hystérie et après de conversion hystérique. J'en ai beaucoup discuté avec des amis neurologues universitaires qui m'ont tous dit les conversions hystériques de Freud, il les a inventées. Il les a inventées. Freud était un grand génie, grand psychiatre, neuropsychiatre. Il est admirable, mais on l'accuse d'avoir modifié certaines descriptions, de les avoir exagérées, voire d'avoir inventé certaines choses. Ce qui n'enlève pas son génie. Mais cette notion de conversion hystérique, aujourd'hui, plus personne n'y croit. Or, ça vient de là. Hein, c'est-à-dire, vous somatisez. Voilà. Alors, bon, j'ai par exemple un ami d'enfance que j'aime beaucoup. J'apprends qu'il est décédé, donc je vais me mettre à boiter. Soyons sérieux. Je vais me mettre à boiter parce que mon ami d'enfance est mort. Je somatise. Mais qu'est-ce que c'est que cette stupidité? On se moque des gens. Alors, le pire que j'ai entendu, c'est vous somatisez. C'est parce que vous n'avez pas des soucis dans votre vie. Si, bien sûr, j'ai quelques difficultés financières, mon commerce marche un peu moins bien. Et bien voilà, vous voyez, ça vient de là. Vous somatisez. Vous avez des ennuis financiers, donc c'est pourquoi vous avez des décharges électriques dans un bras. Mais enfin, c'est plus que de la stupidité, ça. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Et c'est monstrueux. Le pire, c'est quand on va dire aux gens, vous n'avez rien. Alors déjà, vous n'avez rien, c'est impossible. Parce que quand vous venez voir un médecin, vous avez maigri, vous êtes fatigué, vous avez des troubles de la concentration, vous ne dormez plus, vous avez des décharges électriques, vous avez des sensations de piqûres d'aiguille dans la plante des pieds, vous êtes malade, vous n'avez pas rien. Déjà, vous n'avez rien, c'est faux. On fait des examens. Le fait que les examens ne montrent pas d'anomalie, mais ça ne prouve rien. Un examen n'a de la valeur que quand il est positif. Un examen négatif, il n'y a rien de plus facile. On vous fait une échographie, on vous fait une IRM un peu bâclée, parce que le médecin dit au radiologue, tiens, je t'envoie monsieur Schneider, fais-lui une IRM, mais bon, je ne crois pas beaucoup. Vous croyez que le radiologue, il va être motivé pour faire des coupes fines et pour regarder à la loupe toutes les coupes, pour rechercher les petits hypersignaux? Absolument pas. Donc la façon dont le médecin prescrit l'examen, ça induit une partie du résultat. Et c'est pourquoi il y a des tas de gens, des malades qui se retrouvent avec des tas d'examens d'imagerie qui, alors ils ne sont pas négatifs, mais ils ne montrent pas d'anomalies significatives, etc., etc. Et vos examens, c'est pas que vos examens ne montrent rien, c'est que vos examens ne montrent pas d'anomalies significatives. On ne peut pas dire à un malade qui n'a rien. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est je vois bien, j'entends votre souffrance, je vois bien que vous êtes mal en point, mais les examens que j'ai faits ne m'ont pas permis de trouver l'explication. Voilà. Ça, c'est déjà honnête. Maintenant, si vous voulez, il y a deux possibilités. Bon, je pense qu'il n'y a rien de grave, notamment de cancer. On peut se donner un peu de temps, on va essayer un traitement asymptomatique, et puis on refait le point dans 3 semaines, 1 mois. Et si vous voulez, on fera des examens, etc. Voilà. Mais vous n'avez rien. C'est complètement fou. Et en plus, c'est dans la tête. Et le 3 juillet, plusieurs personnes m'ont dit qu'en ayant entendu ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, ils ont eu envie de se suicider. Voilà. Donc c'est criminel. C'est pour ça que j'ai écrit que c'était pour moi une phrase criminelle. Vous n'avez rien, c'est dans la tête. Voilà. Voilà, je voulais vous dire ça à propos des maladies psychosomatiques. C'est un concept qui est intellectuellement très satisfaisant, mais quant à dire qu'un souci financier va donner une atteinte du genou, non, je suis désolé, là, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Je vous ai dit que personne de ma famille n'était atteint de maladie de Lyme, mais j'ai une sœur qui a exercé à Nancy ici, qui est morte du diagnostic de maladie psychosomatique. Oui. C'est-à-dire que, bon, je l'aimais beaucoup. Elle est à Nancy, elle était là à Nancy, elle a été entraînée par son compagnon à jouer au squash. Elle a fait donc une partie de squash et elle était très volontaire. Elle s'est donné beaucoup de mal, mais elle n'était pas préparée physiquement. Et elle a fait un violent revers de toutes ses forces, au terme duquel elle a senti une très violente déchirure dans le dos.
On s'était déchiré un disque intervertébral. Et donc elle a eu très mal pendant plusieurs jours, un lumbago en fait. Et elle était voir un rhumatologue au bout d'une semaine qui lui a prescrit un scanner, mais au mauvais étage. Et le scanner n'a rien montré. Et elle a vécu pendant 2-3 ans avec la notion de scanner normal. Et le rhumatologue lui a dit, écoutez, votre scanner ne montre rien. Écoutez, c'est... Enfin, il ne l'a pas dit psychosomatique, mais l'idée était là. Vos doléances sont sans rapport avec vos troubles organiques. Donc, elle est devenue ensuite héroïnomane. Enfin, elle prenait tous les opiacés, elle souffrait énormément. Elle a pris énormément d'opiacés pendant 3 ans. Moi, j'étais déjà à Strasbourg, malheureusement. Je m'en veux rétrospectivement de ne pas l'avoir suffisamment insisté. Elle a pris plein d'opiacés. Enfin, elle est arrivée dans un état de déchéance épouvantable. Au bout de 3 ans, on a fini par lui refaire un scanner, mais en bon étage. Elle avait une énorme hernie discale, mais plongeante. Elle a été opérée parce qu'elle commençait à avoir une sciatique paralysante, mais c'était trop tard. Elle était en état de déchéance complète et elle a fini par mettre fin à ses jours. Parce que son corps était tellement cassé et abîmé. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, parce que il ne faut pas me parler de maladie psychosomatique. Et si, alors voilà, des gens étiquetés maladie psychosomatique, ça je peux vous les citer: maladie de Hodgkin, lymphome malin, sclérose en plaques, maladie de Leder-Lansos, plein de diagnostics, des gens étiquetés psychosomatiques, parce que voilà, on ne trouvait rien, et puis on voyait qu'il n'y avait pas de cancer, pas de truc. Non, il faut arrêter avec cette notion-là. C'est un scandale, c'est complet, cette histoire de maladie psychosomatique. Et l'histoire de somatiser, ça ne ressemble à rien. D'ailleurs, les gens confondent la cause et l'effet. Vous souffrez énormément, ben oui, vous êtes handicapé, vous avez un commerce, vous ne pouvez plus marcher, donc forcément, c'est un retentissement sur votre mental. Vous dormez mal, vous avez une tendance dépressive, mais on confond la cause et la conséquence. Alors on dit, c'est parce que vous êtes dépressif que vous somatisez, alors que c'est exactement le contraire. C'est plus que cynique, c'est monstrueux cette affaire-là. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment...